Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques idées reçues sur le régime paléo et des arguments pour y répondre. Et non, le régime paléo n'est pas une arnaque. Salut, c'est Jean du blog green-escape.fr. Alors aujourd'hui, je voulais en fait revenir un peu sur des arguments qu'utilisent les détracteurs de régime paléo en ce moment, alors dans les médias, dans la presse et sur certains blogs, parce qu'effectivement je trouve que la plupart des arguments sont en général relativement faibles et pas forcément argumentés ou scientifiques. Et donc je voulais profiter de ce Greencast pour faire une petite mise au point. Alors pourquoi le régime paléo est attaqué en ce moment? Alors je pense que c'est lié en partie au fait que c'est un régime de plus en plus populaire. C'était le régime le plus recherché sur Google en 2013 aux États-Unis. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de détracteurs de ce type de nutrition. Une autre raison, c'est que je pense qu'effectivement, le modèle paléo remet pas mal de choses en question dans la façon dont est enseignée la nutrition de façon classique, qui est basée en fait sur des concepts des années 70 qui n'ont pas beaucoup évolué. Et ça s'oppose un peu à tout ça. Et évidemment, il y a beaucoup de conservatisme aussi dans les critiques, parce que ça remet trop brutalement en cause le modèle qui est enseigné depuis des années. Alors si on adopte une démarche scientifique, et c'est mon cas, paléo est une théorie, donc elle peut être contestée, mais elle peut aussi évoluer, mais si on la conteste, c'est mieux de le faire avec des arguments scientifiques, et pas faire du café du commerce, s'il vous plaît. Voilà. Alors j'ai commencé par un des arguments qui est souvent utilisé pour dire le régime paléo, quelle idée d'adopter un régime des hommes préhistoriques. Alors on nous dit que les hommes préhistoriques mouraient très jeunes, alors souvent c'est dit ils vivaient pas plus que 25-35 ans, or voilà c'est faux. Et il y a déjà un premier problème avec ce genre d'argument, c'est que c'est un peu fallacieux, parce que vous comparez des choux et des carottes. Vous comparez des populations qui n'avaient pas accès à la médecine, aux antibiotiques, aux vaccins, qui vivaient dans un milieu très hostile et qui donc avaient de probabilité de mourir de mort brutale ou d'infection, même banale, assez forte. Malgré tout, on a quand même quelques données. Les hommes préhistoriques avaient une espérance de vie supérieure à celle du Moyen Âge. Donc déjà, c'est un premier indicateur. Et même si au niveau de la mortalité infantile était très élevée, hein, c'est-à-dire que la moitié des jeunes n'atteignaient pas l'âge de 10 ans, parce qu'ils mouraient d'infection ou même d'infection banale, hein, n'atteignaient pas l'âge de 10 ans, mais ceux qui passaient du coup le cap des 20 ans avaient une espérance de vie de 55 ans. Ce qui représente à peu près l'espérance de vie qui est équivalente à celle qu'avaient les hommes au XVIIIe siècle. Voilà, c'est basé sur des travaux de Claude Masset, qui est chercheur au laboratoire d'éthologie préhistorique au CNRS. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de consensus, et quand on vous dit que les hommes préhistoriques mouraient très jeunes, c'est pas tout à fait vrai. Autre chose qu'on entend souvent, et c'est un peu là le nœud du problème, les céréales sont la base de votre alimentation. Alors, évidemment, paléo, on enlève les céréales parce que beaucoup de personnes ne sont pas tout à fait adaptées. Un des premiers soucis avec les céréales, c'est évidemment le gluten, qui est une protéine du blé, mais qui n'est pas si banal que ça. Donc il y avait un papier qui avait été publié dans le New England Journal of Medicine, qui en fait avait recensé 55 maladies liées à la consommation de gluten. Donc vous voyez déjà que le gluten n'est pas une substance si anodine que ça, et si vraiment nous y étions adaptés, elle ne serait pas aussi génératrice de maladies. Un autre argument que moi je trouve très intéressant, c'est que le blé moderne qui est consommé à l'heure actuelle n'a rien à voir avec du blé ancien. Donc, si vous prenez une variété de blé ancestral comme le Einkorn, donc je vous ai mis le nom scientifique juste à côté, hein, Triticum monococcum, c'est un blé qui a 14 chromosomes. Le blé moderne utilisé pour faire le pain, une variété très utilisée, c'est par exemple le
Neolithicum aestivum, donc 42 chromosomes. Alors qu'est-ce qui se passe entre là et là? En fait, c'est le résultat de l'hybridation de la plante, la recherche effectivement d'avoir un épi de blé avec toujours plus de grains pour améliorer la récolte. Simplement, le problème qu'on voit là, c'est que ces deux plantes n'ont rien à voir. Avec plus de chromosomes, ça veut dire aussi que la plante est totalement différente. Et par exemple, au niveau des protéines qu'elle contient, eh bien, elle est plus diverse. Ce qui peut expliquer aussi que certaines personnes aient des problèmes avec cette plante, puisqu'ils ne sont pas tout à fait adaptés à la plante, en tout cas son évolution. Autre chose qu'on peut remarquer, que certaines de ces variétés de blé consommées à l'heure actuelle, qu'elles soient bio ou pas bio, hein, puisque c'est en général la même plante qui est utilisée, ça ne fait que 3 générations humaines qu'elles sont consommées. Ce qui revient un peu à faire, c'est un peu comme si vous mettiez un médicament sur le marché sans l'avoir testé au préalable. Et donc effectivement, ça se passe pas forcément bien, mais on n'a pas suffisamment de recul sur ces blés pour dire ils sont totalement inoffensifs ou tout le monde est adapté à ces variétés. Alors autre chose qui revient souvent chez les arguments utilisés par les détracteurs, on ne sait pas ce que mangeaient nos ancêtres. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a quand même des données qui viennent des analyses des fossiles. Donc on peut par exemple analyser les dents ou les os. Donc déjà il y a des choses qui sont frappantes, c'est que en général ils étaient de constitution plus solide que les hommes modernes, hein, des os plus épais et aussi plus denses. Et au niveau de leur consommation d'aliments, c'était une alimentation quand même relativement riche en protéines. Et alors pas uniquement de la viande, hein, mais du poisson, etc. Ça peut aussi être des insectes, hein. Mais du coup aussi des légumes et des fruits. Mais c'est pas du tout impossible de se faire une image de ce que mangeaient les hommes préhistoriques à l'époque. Alors autre chose aussi, c'est qu'on peut aussi se servir des chasseurs-cueilleurs contemporains, les Esquimaux, les aborigènes d'Australie, les Papous de Nouvelle-Guinée, les Hadza de Tanzanie. Et toutes ces populations, quand on les étudie, en fait, ont des points communs. C'est qu'il y a une faible occurrence des maladies de civilisation, peu ou pas de caries, pas de maladies cardiovasculaires et très peu d'obésité. Et ces populations en général ont des problèmes à partir du moment où elles adoptent notre mode de vie. Et c'est là qu'effectivement elles commencent à avoir les mêmes problèmes que nous et les mêmes problèmes de civilisation. Donc voilà, le fait de dire on ne sait pas ce que mangeaient nos ancêtres, c'est pas tout à fait vrai. Donc on arrive quand même à avoir une idée globalement de ce que c'est. Alors, autre argument utilisé très souvent, le régime paléo est carencé, en calcium notamment. Alors je rappelle à tout le monde que les produits laitiers ne sont pas la seule source de calcium, qu'évidemment il y en a dans d'autres aliments, par exemple les légumes crucifères, choux, persil, cresson, etc. Et que effectivement il y a certains paradoxes sur la planète aujourd'hui, c'est que par exemple au niveau de l'ostéoporose, en Asie où on mange très peu de produits laitiers, donc on n'utilise pas principalement les produits laitiers comme source de calcium, on a moins de problèmes d'ostéoporose qu'en Europe. Donc voilà, il faut relativiser aussi que les produits laitiers c'est la meilleure source de calcium, c'est pas vrai non plus. Après, je pense que ce qui aide pas beaucoup aussi, c'est la caricature du régime paléo dans les médias, parce qu'évidemment c'est super vendeur de faire des papiers ou des images avec des hommes préhistoriques, c'est un peu folklorique, ça plaît toujours. Voilà. Mais non, le régime paléo, c'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est pas faire effectivement un retour vers le passé. Euh, c'est un modèle. Alors, c'est une façon de rechercher l'alimentation idéale pour un humain. Mais ça veut pas dire qu'effectivement, on veut revenir et recréer l'habitat préhistorique tel qu'il existait, parce que, un, c'est impossible, et deux, c'est pas forcément utile, puisque on peut émuler cet environnement et en obtenir tous les bénéfices.
Autre chose souvent entendue, non, le régime paléo, c'est pas du crudivorisme, hein. Très rapidement, l'homme a maîtrisé le feu, donc il a réussi à cuire ses aliments. Donc voilà, ça aussi, c'est complètement à côté de la plaque. Et non, ce n'est pas manger que des aliments qui existaient au paléolithique. Un des exemples, par exemple, dans le régime paléo, on vous conseillera par exemple d'utiliser de l'huile de noix de coco. Et ben, c'est pas quelque chose qui était consommé de façon généralisée au moment du paléolithique, parce que tout simplement tout le monde n'habitait pas sous les tropiques, mais c'est simplement lié à la qualité effectivement des graisses que vous avez dans l'huile de coco et qui est très bonne pour la santé. Donc voilà, là aussi, de toute façon, tous les aliments aujourd'hui, 70% qui sont sur entrée dans un marché, ça n'existait pas il y a quelques dizaines de milliers d'années. Donc de toute façon, c'est impossible à recréer et c'est pas le but du régime paléo. Autre chose que j'ai déjà entendu aussi, qui est un peu faux, c'est que le paléo, c'est juste un régime à la mode, il n'a pas d'assise scientifique. Alors là aussi, je vais un peu m'inscrire en faux, parce que le régime paléo, quelque part, ça se base sur plusieurs disciplines qui sont scientifiques, mais qui sont aussi assez récentes, hein. Par exemple, la nutrigénomique, qui regarde l'interaction entre le génome et la nutrition. L'épigénétique, qui est en fait aussi l'influence de votre environnement sur l'expression des gènes, qui est aussi une science qui a à peine une dizaine d'années, mais qui est très intéressante, parce qu'on apprend effectivement que vos gènes peuvent s'exprimer de façon différente selon l'environnement dans lequel ils sont. Les sciences d'évolution, évidemment, les théories de Darwin, et les premiers tests cliniques, parce que évidemment il y a eu déjà des premiers tests pour voir, effectivement, pour tester cette alimentation. Par exemple, on a déjà découvert que c'était une des premières études menées par Stefan Lindenberg en 2007, hein, publiée en 2007, que chez des diabétiques, en fait, que manger paléo, ça augmentait la sensibilité au glucose, mieux qu'un régime méditerranéen qui est déjà la référence. Voilà. Donc il y a eu d'autres études qui sont favorables au régime paléo. Maintenant, c'est les premières études, elles ne sont pas faites à grande échelle, il faut évidemment maintenant en faire plus, mais on a déjà des premiers tests cliniques favorables et qui montrent que le régime paléo, c'est bon pour la santé. Autre argument que j'ai entendu, le régime paléo, c'est du marketing. Voilà, alors ça c'est un argument que je trouve super faible aussi. Bon, si déjà vous voulez marketer un régime, vous n'allez peut-être pas choisir quelque chose qui est aussi difficile à vendre à des gens qui sont habitués à manger des céréales. Voilà, c'est finalement un régime qui est tellement à l'opposé de la façon dont on mange aujourd'hui que voilà, si vous vouliez marketer quelque chose, vous n'auriez pas choisi ça pour le vendre, parce qu'il y a vraiment plus simple à vendre comme régime, hein. Deuxièmement, il suffit de regarder les gens qui préconisent le régime paléo. En général, c'est des scientifiques, pas des commerciaux évidemment. Donc vous avez souvent des gens qui viennent du domaine de la biochimie, de la neurologie, de l'anthropologie. Évidemment, quelques nutritionnistes, mais ça qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des gens, effectivement, qui préconisent maintenant le paléo, ne sont pas forcément des gens qui viennent du milieu de la nutrition et qui ont effectivement un spectre scientifique un peu plus large que les gens qui en fait, vous conseillent en nutrition de façon classique. C'est un peu plus transversal, hein, comme théorie, parce qu'effectivement, on va dans la génétique, on est dans l'anthropologie, on est dans plein de domaines différents, et qui font que cette théorie est particulièrement intéressante. Alors, si vous n'êtes toujours pas convaincu effectivement de vous intéresser au régime paléo, moi je vous invite à le tester pendant 30 jours. Je vous invite aussi à arrêter de consommer des opinions de seconde main, surtout dans la presse et les médias, même si effectivement vous êtes opposé à quelque chose, vous pouvez aussi traiter l'information de façon contradictoire. Et j'en ai mis plein sur mon blog, hein, des reportages, mais ils sont toujours bâtis de la même façon. Et vous aurez à la fin toujours quelqu'un qui est pour ou contre, mais jamais les deux. Et donc c'est pas un traitement correct de l'information, c'est pas du tout une façon objective de traiter l'information.
avec un tel biais. Donc voilà, en général ce que vous avez dans les médias, c'est pas de très grande qualité et pas du tout recherché ou fouillé d'un point de vue scientifique. Je vous invite aussi à oser l'auto-expérimentation, hein, puisque comme ça, vous voyez de première main si ça fonctionne ou pas. Et faites-vous votre avis, hein. Moi, je suis pas là pour effectivement faire du marketing du régime paléo. Je vous donne des informations, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, mais je voulais dire effectivement, principalement, le principal message de ce Greencast aujourd'hui, non, le régime paléo n'est pas une arnaque. Cette vidéo vous a plu, n'en ratez pas les prochaines. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ne manquez pas également ma liste de courses paléo. Pour la recevoir, c'est simple, cliquez sur l'image. À bientôt.